Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence, c'est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et de marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu? Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour. Bonjour, aujourd'hui je reçois Camille Castinel, directrice marketing de Motorola France. Ensemble, nous allons parler de la transformation de Motorola sur le marché français, des stratégies innovantes mises en place pour répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux défis à relever dans un secteur des smartphones hyper concurrentiel. Camille partage également les secrets derrière la capacité de Motorola à tirer son épingle du jeu, en misant sur la confiance, l'innovation et une approche centrée sur les besoins des utilisateurs. Bonne écoute! Alors l'influence aujourd'hui, on va la travailler par campagne dans un premier temps. Notre priorité, c'est de trouver des adéquations entre l'audience de l'influenceur, l'appétence qu'il a pour la marque et ce que j'appelle sa ligne édito. On travaille aussi sur du long terme, donc autant que faire se peut, on essaye de retravailler avec des influenceurs qui ont créé du contenu pour nous et qui souvent sont très attachés à la marque. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour Camille. Bonjour Cyril. Merci de m'accueillir chez Motorola. Avec grand plaisir, c'est une joie de t'avoir avec nous. Motorola, marque mythique, qui a accompagné toutes mes premières années de mobile, puisqu'évidemment, je suis un peu vieux, donc mes premiers téléphones portables étaient un Motorola. Donc, j'espère que le suivant sera encore un Motorola. Voilà, et c'est une marque en tout cas emblématique. On va en parler un petit peu plus tard, mais effectivement, c'est une marque que normalement tout le monde connaît ou que les plus jeunes découvrent avec les nouveaux produits. Une marque iconique, comme on aime à le dire. Ouais. Commençons l'épisode par le démarrage. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Alors avec plaisir, donc moi je m'appelle Camille Castinel et je suis en charge du marketing et de la communication pour la France et pour le Benelux. Alors le Benelux, c'est la Belgique et les Pays-Bas et le Luxembourg. Voilà, ce qui est dans le nord de la France. Exact, c'est un peu plus au nord, effectivement. J'ai rejoint Motorola il y a 4 ans maintenant, une belle aventure pour relancer la marque sur le marché français d'abord, parce que Benelux, je suis en charge du Benelux que depuis 1 an à peu près. Bon. Donc quand j'ai rejoint l'aventure, c'était surtout un gros focus sur le marché français. Et l'idée était vraiment de rajeunir, faire revivre cette marque, comme tu l'as dit, qui est très iconique, qui est toujours dans la force de l'innovation et qui propose aujourd'hui une large gamme de produits pour contenter l'ensemble des consommateurs aujourd'hui. C'est vrai parce que Motorola a eu 6 heures de gloire dans les années peut-être 2000, je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas, il y a eu à un moment donné une suprématie de Motorola quand même sur les téléphones portables, un petit peu mou, un rachat qui a eu lieu aussi par Lenovo en 2014, je crois. Tout à Qui a fait. été racheté à Google. Donc il y avait déjà eu un premier switch. Et aujourd'hui, on a effectivement des produits qui sont hyper innovants. On va en parler aussi un peu plus tard, mais du coup, c'est le renouveau de la marque, c'est ça, c'est le relancement. Tout à fait. Tu as fait le bon historique de la marque. En fait, il faut savoir que Motorola, c'est la marque la plus ancienne en téléphonie, dans le milieu de la tech, puisqu'elle date de 1928. Alors, tu vois, ça nous rajeunit c'est pas. vieux, ouais. C'est vieux tout ça. Est-ce que c'est Motorola qui a inventé les talkie-walkie? Alors, pas inventer, je saurais pas te dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont été vraiment leaders sur ce segment-là. Et ils ont également fait des choses vraiment remarquables dans le temps, puisque en fait, ils ont accompagné notamment la NASA pour tout le système de télécommunication, avec notamment les voyages sur la Lune à l'époque. Donc Motorola était vraiment très présent. Et comme tu l'as dit, on a vraiment vécu des heures de gloire. Dans les années 2000, tout le monde était très fier de posséder son Razor. On voyait vraiment toutes les stars américaines avec le Razor, qui était ce portable pliable. pliant. Oui, mais c'était avant tout C'est pas le un pliable clapet. d'aujourd'hui, mais Pas du tout, c'était pliable d'avant. le fameux clapet, comme on l'appelait à l'époque. On le retrouvait dans toutes les couleurs. C'était vraiment un produit très fin, très fashion, très tendance. Et donc, c'est vrai que là, Motorola a vraiment émergé très fortement dans le monde. Et puis ensuite, il y a eu un petit tournant de smartphone qui a été un petit peu plus compliqué à prendre pour Motorola.
Un pari technologique qui n'a pas été pris sur un OS ouvert, hein. Tu sais ce que c'est, les OS ouverts, Yes. système d'exploitation qui te permet de télécharger des applications. Ça n'a pas été ce tournant qui a été choisi et malheureusement, ça a fait un petit peu décroître la marque, mais pas partout. Parce qu'en fait, en Europe, alors comme tu as cette perception, moi je l'ai eu aussi, mais dans toute la partie Amérique du Nord et Amérique latine, Motorola a continué à avoir des positions très fortes et à maintenir des positions très fortes, notamment aux États-Unis, puisqu'en fait, c'est Motorola qui équipe l'armée américaine. Donc forcément, avec un contrat avec autant d'enjeux, Ça permet de ça permet développer, de d'innover. rester exactement dans la course, entre guillemets. Et puis ensuite, tu l'as dit, de rachat. Et puis, Lenovo a vraiment souhaité faire renaître Motorola, continuer à investir en R&D, continuer à proposer des produits qui soient pertinents et justement relancer la marque maintenant sur la région européenne, hein, on va dire ça comme ça, c'est pas très joliment dit, mais c'est l'idée. Et plus spécifiquement, en France, donc là, maintenant, il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans, qu'on a tout relancé. On a remonté une équipe, hein, on est reparti quasiment de zéro. Et il a fallu revenir dans la distribution, bien maîtriser le portfolio, hein, donc c'est-à-dire l'ensemble des produits qui vont être proposés ensuite au grand public. Et puis, reconstruire la marque, recommuniquer, partir à la conquête d'une cible plus jeune qui ne nous connaissait pas ou mal. Et surtout, aussi aller parler à ce public qui nous connaît, comme toi, qui a beaucoup d'affect pour la marque, puisqu'en fait, c'est une marque qui a toujours été très clean, très aspirationnelle. Oui. C'est vrai que c'est une marque en fait qui a existé, mais qui a progressivement un tout petit peu s'est fait oublier. Mais je pense que tu l'as dit, c'est aussi les OS qui se sont développés à ce moment-là. Bon, l'iPhone est arrivé quand même, qui a quand Exactement, même qui changé a pas mal de changé choses sur le marché du mobile. Parce que exactement. les acteurs historiques, en tout cas, n'ont pas su, ou en tout cas mal pris les tournants qu'il fallait au moment qu'il fallait. Mais il y a eu un bouleversement sur le marché, c'est sûr. Et nous, le fait d'être passé entre les mains de Google, ça nous a permis de rattraper tout ce Du retard. coup, Android, donc Et ça, c'est puis, bien. exactement. Donc, nous, on a un portfolio aujourd'hui, une offre de produits qui est exclusivement sur Android, côté Motorola. Et donc, on arrive aujourd'hui sur le marché avec des produits qui sont très pertinents. Donc, les enjeux ont été à la fois des enjeux business, comme on dit, comment retourner correctement la distribution, réimplanter nos produits, se faire connaître par les clients, mais aussi par les vendeurs, d'avoir une sorte d'engouement autour de la marque. Et en fait, nous, chez Motorola, on a cette chance, c'est ce capital sympathique que dégage la marque. On n'a pas d'ardoise ou de casserole derrière nous, ce qui permet en fait d'avoir un terrain très sain pour revenir sur le marché et puis de reconstruire quelque chose. Donc ça a été vraiment notre premier enjeu. Et là, à peu près depuis 2 ans maintenant, on reconstruit la marque dans sa totalité. Je parle plutôt d'un aspect marketing communication, hein, pour justement reparler aux consommateurs directement, repositionner la marque de manière plus dynamique, plus dans l'air du temps et y apporter de la fraîcheur et surtout de la désirabilité. Et c'est ce qu'on arrive bien à faire depuis maintenant 2 ans. Oui, parce que du coup, on a une gamme assez large, puisque si je ne me trompe pas, on a des téléphones de 50 à 1200, 1300 selon les options, en tout cas. Donc, on a une gamme qui est assez large. Alors, on a une gamme très large. Alors, on commence notre entrée de gamme à plutôt une centaine d'euros, avec une super offre en termes de rapport qualité-prix. Et comme tu l'as dit, on va monter jusqu'à 1200 euros, puisqu'aujourd'hui, on propose le Razer 50 Ultra, qui est donc notre produit pliant, et cette fois-ci un smartphone. Le pliable moderne. Exactement, moderne, et qui, lui, est donc positionné à 1199 euros, qui est raccord avec l'ensemble des prix du marché pour un segment de produits tel que celui-ci. Ouais. Donc, ça, c'est nouveau aussi, parce que finalement, il y a pas mal de constructeurs qui ont choisi d'être dans le premium, qui donc tous un choix stratégique et un choix de produit, de gamme. Quelques acteurs plutôt chinois qui viennent avec une gamme assez large aussi, mais un historique de marque moins fort, j'imagine, et plus difficile à convaincre, ou en tout cas à expliquer. Et là, du coup, il y a une gamme assez large et qui reprend finalement l'ADN de Motorola aussi. J'imagine que le mobile à 100 euros a quand même quelques héritages des mobiles premium. En tout cas, c'est une offre qui est quand même assez sympa, quoi. Alors, tu as
bien résumé la Et je travaille pas chez situation. Motorola, mais Non, mais j'imagine que en c'est comme fait, ça que c'est pensé. chez nous, c'est très facile. En fait, aujourd'hui, sur les produits, on n'a que 4 familles de produits. Donc, on a les Moto E qui sont l'entrée de gamme, les Moto G qui sont des produits iconiques parce que les Moto G existent depuis des lustres Oui. et qui sont nos volumiques. Et puis ensuite, tu passes sur 2 catégories qui sont les catégories premium, comme tu le dis. Ouais. Donc, les Edge et les Razor. Les Donc, les Razor. Razor, c'est un segment très spécifique. Ce sont des produits qui sont avec des écrans pliants, Ouais. très haut de gamme et qui proposent une offre vraiment particulière, je dirais singulière, qu'on connaît bien Oui, là, aujourd'hui. c'est pas des gros volumes, j'imagine. Enfin, c'est peut-être une C'est, population en fait, c'est plus juste ciblée, quoi. un form factor qui séduit, qui est assez clivant. Soit tu aimes bien, soit tu Ouais, c'est détestes. ça. En fait, soit tu aimes bien ce côté compact en pliant ton téléphone, tu le ranges dans ton sac à main ou dans ta poche. Soit en fait, t'aimes pas trop et tu préfères avoir un form factor classique, juste en format monolithe, avec un grand écran. C'est plus clivant qu'autre chose. Et ensuite, tu as donc les Edge qui sont donc nos produits premium. Et c'est vrai que sur l'ensemble de la gamme, tu retrouves vraiment une consistance en termes de design. Tu vas avoir des produits qui sont très bien finis, une durabilité du produit qui est vraiment intéressante. Aujourd'hui, on a un des taux de retour les plus bas du marché parce que nos produits sont robustes. Des produits qui proposent une autonomie vraiment très longue. Et ça, quand tu regardes un petit peu ce qu'attendent les gens lorsqu'ils achètent un téléphone, bah, ça fait partie des critères d'achat les plus importants. Même sur de l'entrée de gamme, hein, je veux dire, peu importe le prix que tu mets dans ton téléphone, c'est vraiment un des éléments que tu vas regarder en particulier. Et puis après, on a la chance, nous, d'avoir des partenariats qui sont forts, puisque depuis 2 ans maintenant, on a un partenariat fort avec Pantone. Donc Pantone, tu dois forcément Forcément. Donc, connaître, le roi qui de est la couleur. voilà, le roi de la couleur. Celui qui donne le là dans la couleur, dans la mode, dans tout ce qu'on peut acheter aujourd'hui. Ça Exactement. vient de Pantone, en gros. Enfin, c'est lui qui décide les couleurs de l'année, C'est tout en à fait général. ça, qui donne les tendances. Ouais. Et en fait, ils nous ont beaucoup aidés. C'était un partenaire très fort, D'accord. puisqu'en fait, ils nous ont aidés notamment à choisir. Alors, ça peut paraître un peu comme ça simple, mais c'est super important. En fait, l'ensemble de la colorimétrie de nos produits, donc toute la palette de couleurs qui est offerte sur nos téléphones, mais également les matières qui y sont appliquées, puisqu'en fait, aujourd'hui, tu retrouves des produits avec ce qu'on appelle du cuir vegan, hein, c'est parce qu'on n'utilise pas de cuir tout court, mais le toucher s'apparente vraiment à voilà, un toucher un peu cuir, ou d'autres matériaux. On a pas mal innové autour du bois, de l'acétate, etc. Et en fait, on va travailler avec eux pour avoir à la fois des matières qui soient différenciantes et des coloris qui viennent parler aux consommateurs. Et donc ça, en fait, tu vas le retrouver sur l'ensemble des produits, pas seulement sur l'entrée de gamme, mais tu vas jusqu'aux produits premium. Donc effectivement, tu retrouves un ADN de design commun aux différents produits, quel que soit ton segment. Après, évidemment, quand tu rentres dans la machine, en fonction du prix que tu vas y mettre, eh ben, tu auras t'as une expérience différente. une expérience Ouais, très ouais. différente. Mais c'est vrai que Motorola, alors je repars un peu en arrière, mais pour revenir en avant, c'était toujours le design. Je me rappelle du Razor à l'époque, qui s'appelait déjà Razor, Non, tout à qui fait. était déjà super polissé, enfin très très plat, mais très beau. En fait, c'était un bel objet. C'est vrai, Ça faisait chic. On exactement. pouvait le poser largement. C'est des produits statutaires, Ouais, comme à on l'époque, dit. c'était assez Tout à statutaire. fait. Juste avant, il y avait le StarTAC, qui était déjà un autre truc, mais alors là, c'est Oh bah encore dis donc, plus tu vieux. remontes loin là, Mais ça, c'est les hein, premiers même moi je l'ai téléphones. pas connu Ah celui-ci, si, moi hein. je l'ai connu, c'était un StarTAC, donc ça, c'était aussi assez sympa. Mmh. Mais c'était, en fait, l'effet Motorola, je trouve, était sympa parce que ça faisait waouh. Et dans le design, je parle. Ouais, j'entends. Et c'était ça qui était sympa à l'époque et qu'on retrouve, je crois, aujourd'hui quand même, parce que j'ai regardé quand même les nouveaux produits. On a cet ADN permanent, ce qui est plutôt un succès parce qu'il faut quand même arriver à le faire perdurer à rénover un tout petit peu cet effet. Mmh. Mais c'était l'effet Motorola. Enfin, C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai et on continue à le travailler et tu parles de notamment l'innovation, ce côté très chic, où on va essayer d'être un peu différent, de faire les choses différemment. J'ai 2 exemples intéressants à partager avec toi, puisqu'en fait depuis 2 ans, Motorola travaille beaucoup autour de l'innovation, justement pour dépoussiérer son image, pour montrer qu'on continue d'innover, Bien sûr. qu'on est investi en R&D. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, on a présenté alors on appelle ça en anglais une proof of concept. Ouais. Alors oui, alors j'apparente Joli. souvent, c'est pas très joli. J'apparente souvent ça au concept car dans l'auto qu'on peut retrouver. Et nous, en fait, on a nos concept phones, on peut dire un peu ça, pour montrer en fait qu'on est capable de créer quelque chose de différent et de montrer
des prototypes qui sont fonctionnels. Et donc, on a eu, autour de l'écran flexible, évidemment, et donc on a eu un premier concept qui s'appelle, donc on l'avait appelé en nom de code le Razer, tu vois, un peu en écho au Ouais, bien Razer, sûr. qui était en fait un téléphone relativement compact. Et alors c'est pour vous expliquer ça en podcast, c'est pas évident, On mettra une vidéo, on mettra un lien vers la mais vidéo. J'imagine qu'il y a une vidéo produit, il y a mais une vidéo produit, mais en fait l'écran vient s'enrouler autour du téléphone et vient se dérouler autour du smartphone pour garder un format compact. Et l'écran en tant que tel va aussi s'adapter. Donc si par exemple tu es en train de regarder, je sais pas moi, une vidéo sur YouTube, ouais, admettons, le téléphone va comprendre que tu as besoin d'un format 16/9, donc il va se dérouler tout seul au moment où tu vas lancer ta vidéo. De la même manière, si tu veux prendre un selfie, là, il va se rétracter un petit peu pour laisser d'accord. apparaître la Le caméra téléphone, ouais. frontale Ouais, pour pouvoir te faire ton selfie comme tu veux. Donc, en fait, on a vraiment développé un nouveau form factor sur lequel on a pensé à des usages du quotidien. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu l'enjeu quand tu proposes de nouveaux concepts technologiques, c'est bah oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, est-ce qu'il y a Et un donc, besoin? Est-ce qu'il y a une est-ce attente? qu'il y a un besoin? Est-ce qu'au Comment quotidien, on peut ça va améliorer? t'apporter quelque chose ou pas? Et donc ça, c'est vrai on avait présenté ce produit qui avait fait fureur, il y a 2 ans parce que justement, il y avait toute une histoire et surtout quelque chose d'utile qu'on venait apporter aux consommateurs. L'année dernière, on a présenté un second concept, alors un second proof of concept, Ouais. qui était cette fois-ci un écran complètement flexible, un téléphone complètement flexible que tu pourrais retourner dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que tu venais pas plier l'écran ou comme un petit poudrier à l'intérieur, mais plutôt dans l'autre sens. Tu venais vraiment le tordre à À l'envers l'envers? pour montrer qu'on pouvait, positionner son téléphone, par exemple en mode, petit pont ou en Oui. mode, trépied, alors trépied, c'est pas évident Non, à mais expliquer, mais en tout cas sur un support ou sur des un choses, non, enfin, en fait, comme un le support. téléphone devient le support, Droit. parce Ah oui, que c'est ça. tu le mets vraiment comme ça, et en fait, la prouesse technologique de ce concept est liée dans comment on arrive à plier une batterie. Aujourd'hui, sur ton téléphone, bah, tu as la batterie qui est un bloc aujourd'hui, qui est quand même, très importante, Il faut pas tordre non qu'il faut plus. pas tordre, Il faut pas qu'elle exactement. s'ouvre, il faut pas qu'elle devienne, voilà, il faut pas qu'elle Exactement, donc explose quoi, donc faut pas que alors voilà, ça, encore corde-bois. pire, mais effectivement, c'est un bloc qui est compliqué à rendre flexible et là, nos chercheurs ont vraiment subdivisé la batterie en 17 petites languettes de batterie qu'ils ont chacune reliées les unes avec les autres pour pouvoir faire en sorte que le produit puisse se plier de l'autre côté. Une autre «prouesse» entre guillemets, c'est que le matériau utilisé était un matériau flexible, qui est apparenté un petit peu aux matériaux textiles que tu peux retrouver sur des baskets de sport ou des baskets de running, D'accord. qui n'ont pas de couture ou qui n'ont pas de qui n'ont pas de Ouais. couture essentiellement, et qui permettent surtout de maintenir l'ensemble des composants sans se détendre trop, qui permet également de plier le téléphone dans l'autre sens, tout en gardant, bah, Une l'ensemble, forme. voilà, une forme, l'ensemble du téléphone, en sécurité et avec une forme acceptable. Et tout ça, ça a été travaillé aussi avec Pantone puisque le device, en l'occurrence, était, à la couleur de l'année qui était Peach Fuzz l'année dernière. Peach Fuzz, c'est quelle Peach couleur? Fuzz, c'est pêche. Pêche, bah oui, Bah, c'est bête, voilà. Peach Fuzz. Voilà, exactement. C'est plutôt une couleur un D'accord. peu pêche Donc là, ça veut abricot. dire beaucoup d'innovation Beaucoup dans les d'innovation. composants, donc les écrans, du Ouais, coup, les batteries, les matériaux, qui composent, l'appareil, c'est-à-dire qu'on ne prend pas exactement. forcément du métal, du titane ou d'autres choses, Tout mais à fait. des matériaux Ouais. nouveaux. Ça, du coup, c'est des brevets en plus, j'imagine? Déposés ou pas, mais en tout cas, c'est l'innovation Motorola. Exactement, ça c'est vraiment propre Heu, à nous. C'est, notre, siège de la R&D est toujours ouais. à Chicago. C'est Donc on toujours a une vrai marque américaine, du coup, alors? c'est toujours une marque américaine. D'accord. Donc on appartient, comme tu l'as dit, au groupe Lenovo, Oui. mais, aujourd'hui notre siège est toujours à Chicago. Et Motorola est une division à part de Lenovo, Tout à fait, on est la c'est division smartphone en voilà, un fait, hein. smartphone. Aujourd'hui on fait essentiellement que des smartphones et tout ce qui est lié comme les écouteurs sans fil ou Oui. essentiellement d'ailleurs les écouteurs sans Ouais, les fil, talkie-walkie, non, aussi ou et pas? les Enfin, j'en talkie-walkie, tu as raison, tu as raison. j'en ai moi, à Ah, c'est l'agence, pour donc ça, je vois que tu es très fier de tes talkie-walkie. non, non, C'est mais des bon, bref, je les ai retrouvés il y a pas longtemps et j'ai dit: «Bah, c'est des et Motorola, ah bah, voilà, donc ça fonctionne». mais on les voit souvent dans les séries américaines ou dans Bah les oui, films, même les policiers bah ouais, font, il y a pas «Allô?» Ouais, 36, il y a pas 36 exactement. marques là-dessus, en fait, Non, en non, il y a plus. pas 36 Ah marques, ouais, donc c'est vrai que OK. c'est Donc là, bien. c'est de l'innovation produit Ouais, technologique, exactement, qui pour l'instant sont à l'étape de concept, mais qui, ex j'imagine, petit à petit vont s'intégrer dans les nouveautés,
et peut-être pas l'intégralité parce que c'est le principe des concepts phone, C'est comme exactement dans les ça. concepts car. Exactement, c'est On a exactement la une même logique. inspiration et une logique Tout à fait. de design ou technologique, et après on voit ce qu'on peut adapter, ce qu'on peut Exactement. produire et ce qui marche, etc. Aujourd'hui, Motorola en France, juste pour revenir un tout petit peu sur le marché français, c'est un gros acteur sur le marché français, c'est en devenir, parce que ça fait 4 ans que vous avez remis en place la filiale et que ça redémarre, je dirais. C'est quoi aujourd'hui les objectifs pour la France? C'est Alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, Motorola est un acteur qui est en croissance, qui continue son implantation, qui continue dans une phase de conquête, hein, on va se dire ça, de reconquête, tu as raison. Et là, l'ambition, c'est vraiment de continuer à faire grandir la marque et surtout de la faire grandir de manière pérenne. Donc, l'ambition du groupe, c'est de s'installer pour longtemps, de revenir avec un socle très sain et de venir reconquérir le Ouais, cœur le de nos service. utilisateurs. Donc pour ce faire, comme on l'a dit, on a une gamme de produits qui est vraiment très sympa. On a des très bons rapports qualité-prix sur l'entrée et le milieu de gamme et on a des produits très singuliers, très différents sur le haut de gamme, notamment avec le Razr. Et ensuite, notre enjeu va être de véritablement redorer le blason de cette marque, de la faire connaître aux plus jeunes. Donc, les plus jeunes, c'est les moins de 24 ans, hein, Ouais. à peu près, hein. C'est Pas cette évident quand fameuse. même, pas évident parce que c'est une C'est pas cible évident. hyper sollicitée, Tout à et fait. qui est dans C'est une cible qui est très sollicitée, qui est très consommatrice aussi de contenu, sur les réseaux sociaux, ouais. qui est, très consommatrice de contenu sur le digital, qui ont des moyens de s'informer qui sont différents de notre génération. Et donc en fait, il faut s'adapter et nous, on a vraiment beaucoup de chance pour ça parce qu'on a, en s'appelant Motorola, quand on a tout à faire ou à refaire, hein, selon comment on voit les choses, on a aussi la chance d'avoir un logo super sympa. On a Ouais. ce Batwing que tout le monde, reconnaît et connaît, avec lequel en fait on peut, je dirais, utiliser Jouer. un terrain créatif exactement. Ça laisse un terrain créatif, très, très large et on peut jouer avec. Et on peut jouer avec en, créant tout un tas de trucs, des petits contenus, courts, Ouais. des petites, animations 3D, on peut également s'amuser avec notre signature sonore. J'imagine que tu connais très bien Toujours. le Ouais, le Hello moto, Moto. il existe toujours. Elle existe toujours, Bien elle est sûr. connue plus que jamais. Ouais. Et en plus de ça, pour la petite anecdote, on s'est rendu compte, quand on a rejoint le groupe il y a à peu près 4 ans, quand il a fallu poser un diagnostic sur la marque, que Hello Moto était au même niveau de notoriété que Motorola. C'est-à-dire que les gens associent tout de suite le Hello Moto à Motorola. Il y a plein d'explications à ça. Tu l'as parlé, dans les heures de gloire de Motorola, c'était une, signature sonore qui était extrêmement utilisée, qu'on a retrouvée partout. C'était la sonnerie de l'ensemble de nos téléphones, par défaut. Donc ce qui, fait que en fait, ça donne quand même des assets, comme on dit, en tout cas des éléments, de reconnaissance de marque qui sont très forts. Que ce soit notre logo ou notre signature de marque, on est vraiment sur des, éléments créatifs, propres à la marque qui sont très forts. Donc du coup, on s'en est donné à cœur joie, tu imagines Bah bien. oui, donc du coup, on a Heu la liberté d'expression, avec le logo, avec le sonore, Exactement. donc ça, c'est bien. Parce que Donc c'est des éléments assez forts quand même, qui manquent, je trouve, ça c'est mon avis perso, mais qui manquent à certains constructeurs asiatiques ou autres qui ont pas d'histoire de marque, en fait, et qui sont obligés de remonter, le fil avec, les innovations à foison, un modèle tous les 2 mois, enfin, pas mal d'innovations, mais où ils ont pas le fondement de marque, et aujourd'hui, les marques sont quand même assez importantes, je trouve, malgré tout. Nous, c'est vraiment, quelque chose qu'on considère comme très important et pour repartir une fois de plus à la conquête d'un public plus jeune, on est convaincus que c'est vraiment, des éléments sur lesquels il faut capitaliser. Et donc pour ce faire, on a la chance d'avoir pu, créer notamment sur les réseaux sociaux, des campagnes, qui ont eu beaucoup d'impact. La dernière, sur laquelle je pourrais, revenir, c'est celle qui a eu lieu en même temps que le lancement du Razr 50. Donc en gros, on a Ça, lancé un c'était en produit. 23-24? Ah, c'était là, C'était en c'était il y a 6 mois 24? là. 6 Oui, mois, oui, c'était d'accord. il y a à peu près 6 mois, donc fin juin, début juillet. Motorola annonce son nouveau Razr. Ça tombe bien, c'est le 20e anniversaire du premier Razr, donc en plus, il y a quelque chose d'un peu spécial, autour du lancement de ce produit-là. Beaucoup d'innovations autour de ce produit, un produit avec une nouvelle charnière, IP68, des coloris très sympas, très fashion, avec des matériaux au dos du produit qui sont, innovants, hein. Je parlais du cuir vegan, c'est Ouais. vraiment des choses qui sont très sympas au toucher et qui sont différenciantes. Une coque premium à l'intérieur de la boîte, donc vraiment un produit qui a une émulsion naturelle très forte
Et donc, qui nous donne un terrain fertile à communiquer autour de la marque. Et donc, pour ce faire, on se dit, parce qu'on n'en a pas trop parlé, on a parlé beaucoup des écrans, mais le fondement vraiment de l'innovation sur cette année, ça va être l'intelligence artificielle. Oui. Tout le monde en parle. On a aussi évidemment notre Moto IA qui est intégrée à l'intérieur de nos téléphones, qui donc intègre de l'intelligence artificielle et qui offre des contenus d'IA à nos utilisateurs. Et donc, si je reviens à ce lancement de produit qui coche un petit peu toutes les cases et qui intègre aussi de l'intelligence artificielle à l'intérieur du device, on réfléchit et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de l'IA? Comment on pourrait un peu transformer l'IA ou utiliser l'IA pour la mettre au service de notre marque? On réfléchit, on se dit: «Bon, comment on va faire? Comment on se positionne aujourd'hui?» On a ce partenariat avec Pantone qui est très fort. On aime beaucoup la fashion parce que ça marche bien, ça nous ressemble. Tu l'as dit tout à l'heure, nos produits, ils ont ce côté statutaire. Dans l'esprit des gens, il y a ce côté très fashion qui ressort aussi dans l'association de marques avec ce qu'on appelle les passion points. Alors, je suis désolée pour l'anglicisme, mais On mettra la traduction en on bas. mettra une petite traduction, parfait. Mais nous, on Les comprend. centres d'intérêt, voilà, exactement. Ouais. Et on travaille avec une agence digitale qui nous propose un concept qu'on trouve génial, qui est comment on peut créer un défilé de mode autour des Virtuel. habits, de la fashion, de la mode, en intégrant le Batwing. Donc d'avoir des tenues qui intègrent vraiment ce logo dans le textile même. Et donc on va entraîner une IA pour nous générer ça. Donc le projet a duré presque 3 mois avant d'éclore, qui a D'accord. été piloté chez moi par une talentueuse jeune femme qui s'appelle Mathilde Rousset, qui a piloté ça d'une main de maître et qui, en l'occurrence, a sorti cette campagne début juillet, qui était uniquement à destination des réseaux sociaux et du digital et qui a permis de toucher une cible plus jeune avec des contenus frais, complètement différenciants. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. Et donc, du coup, on a pu émerger grâce à ça. Et cette campagne, figure-toi, elle a reçu 6 prix. 6 prix, dont 5 or et 1 argent. Donc, c'est plutôt une belle campagne qui a plu aussi aux professionnels de la communication. On a eu des taux d'engagement qui étaient les plus élevés de toutes les campagnes qu'on a pu mettre en place autour de la marque de la marque. et des lancements de produits. Et en fait, on a constaté aussi que lorsque tu communiques à la fois sur un produit et en même temps sur ta marque, en fait, tu as un effet boule de neige, une bonne émulsion qui se met en place et du coup, tu as des taux de mémorisation qui sont plus importants. Donc ça, c'est un bon enseignement pour nous. Ça montre plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a un vrai engouement autour de Motorola, y compris auprès des jeunes. Même s'ils ne nous connaissaient pas, le fait de leur proposer des contenus qui leur parlent, qui trouvent ça cool, avec de l'innovation, puisque là, vraiment, c'était la première fois qu'une IA avait pu être entraînée pour générer ces contenus-là. Et en fait, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est que Motorola continue d'innover. On est toujours dans la course et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de jus de cerveau, comme on dit. Mais ça fonctionne parce que, comme tu le disais tout à l'heure, une fois encore, Motorola a un capital sympathie vraiment important. Et aujourd'hui, on a la chance d'évoluer sur un socle qui est solide. Et du coup, c'est vrai que ça aide pour rallier un peu les gens autour de la marque et raviver un petit peu cette communauté. Et en même temps, du coup, ça veut dire, donc là, je résume un tout petit peu, ça veut dire que vous avez fait travailler une IA pour imaginer un défilé avec les Batwing, Exactement. donc ça génère un film ou Exactement. un contenu, Ouais, c'est film ça. en IA. Un film, puis après, tu Des en as généré des contenus voilà, courts, contenus comme on a courts que vous avez l'habitude. diffusés sur vos réseaux. Exactement. Il y a des influenceurs aussi qui vous ont aidé Exactement. à relayer, j'imagine ou... Alors, c'est très bien résumé. En fait, sur ce type de campagne, en fait, tu as donc le film dans son entièreté, sur lequel tu peux faire des cuts, que tu remets sur les différents canaux. Et bien évidemment, aujourd'hui, pour amplifier la médiatisation qu'on va appliquer à cette campagne, on travaille avec des influenceurs qui, alors c'est très important pour nous, qui soient
en lien avec notre marque, c'est-à-dire qu'il y a un affect par rapport à notre marque, qui croit en nous. Ça, c'est vraiment très important. En tout cas, c'est dans la sélection. C'est dans la tendance du moment. Il faut qu'on soit Exactement. authentique et qu'on Faut que soit ce proche des exactement, marques. il faut que ce soit raccord en fait entre leur ligne. Utilisateur d'Android aussi. Utilisateur Enfin, alors c'est Motorola. mieux. Motorola premier. Alors ça serait encore mieux. On n'est pas si Mais exigeant, mais en tout cas, il y a des marques qui le sont. ce qu'on demande nous aujourd'hui quand on travaille avec des influenceurs, c'est vraiment qu'ils croient en notre projet, qu'ils soient convaincus que ce qu'on fait, comme tu l'as dit, est authentique, que ce soit pas du fake ou de je sais pas quoi qui De est toute façon, pas ils accepteraient pas aussi, non. je pense, Ils sont assez sélectifs en ce moment. C'est vrai, tout à fait. Donc ça, c'était important. Et puis après, c'était aussi important par rapport à leur audience, à eux, d'avoir des contenus qui soient en lien avec leur ligne éditoriale, si je peux m'exprimer ainsi, pour vraiment qu'il y ait de la cohérence entre des contenus qui vont relayer, qui sont des contenus sponsorisés, et des contenus qui vont créer eux-mêmes sur leur feed de manière classique. Du coup, vous les avez impliqués dans la création aussi ou juste dans le relais? Plutôt dans le relais, parce qu'en fait, dans la création, on a vraiment travaillé avec une agence spécialisée. Donc ça, c'était plutôt le côté tambouille interne, petite Oui, non, cuisine. bien sûr, mais c'est pour un film de marque, quoi. Exactement. Et ensuite, par contre, dans la sélection, c'est vrai qu'on leur a présenté le projet, ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. On se trouve ou on ne se trouve pas en fonction de ce qui est possible de faire avec eux dans leur feed ou dans leurs différentes mises en avant, sur leur story, etc. Et surtout, est-ce que l'audience qu'ils touchent correspond à l'audience que nous, on souhaite toucher côté Motorola? Donc ça, c'est vrai que c'est des points qui sont intéressants à travailler. Et on voit qu'aujourd'hui, les influenceurs ont quand même aussi ce capital sympathie pour nous. Et on les remercie de croire en nous, parce que les 6 influenceurs qui ont travaillé avec nous là, sur la campagne de l'IA, ils étaient super chouettes et très enthousiastes autour de ça. Ouais, donc ça, c'est un petit mot pour les auditeurs. Ça existe d'avoir des influenceurs sympas, qui travaillent bien, qui aiment les marques. Et qui font pas que ça pour la finance ou pour les chèques. Et c'est vrai. C'est un combat permanent que j'ai depuis 15 ans, tu vois. Donc c'est quand même quelque chose d'important, je le rappelle. Et après, nous, tu vois, on applique 3 critères. Notre sélection est faite comme ça, c'est ceux qui aiment la marque. Ouais. Ah bah tu vois, Ceux qui ont une autorité, c'est-à-dire qui sont légitimes dans un domaine. D'accord. On va choisir. Et le dernier critère, c'est les abonnés et la communauté. D'accord, la communauté, d'accord. Nombre de followers, engagement, tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est induit. Si on est quelqu'un de visible, on a cette communauté forte, mais je trouve que, et c'est très bien de le faire comme ça, parce que peu de marques finalement se disent est-ce que quelqu'un qui aime mes produits? Parce que sinon, passer d'un produit à l'autre aussi, alors du coup, ça peut créer une espèce de fidélité quand même qui est intéressante. Parce que du coup, il y a une relation, il y a un lien, il y a un usage produit, j'imagine. Et en même temps, ça crée une fidélité pour vous, ce qui est plutôt pas mal. Et puis aussi, comme tu le disais, une authenticité. C'est-à-dire que si la personne est convaincue par ton projet, ou qui se dit « Ah bah tiens, ce téléphone, en fait, il est vraiment crédible, j'ai utilisé, je trouve que c'est sympa, je peux considérer. » En fait, c'est ça qui fait la différence. Plutôt que de te dire, bon, tu fais une collab pendant 1 ou 2 semaines, et puis derrière, en fait, tu vas reprendre ton iPhone, et puis finalement, terminé, on n'en entend plus parler. C'est pas trop l'idée qu'on a, nous, chez Motorola aujourd'hui, dans la mise en place de nos projets. Non, mais c'est très bien. Du coup, on a parlé réseaux sociaux, influenceurs, on va y revenir. Aujourd'hui, pour vous, réseaux sociaux, c'est quelle plateforme? Vous êtes sur quelle plateforme et quelle est la plus prioritaire parmi Alors aujourd'hui, en France, on est sur Meta, donc sur Facebook et sur Instagram. On est sur X également, et on est sur LinkedIn. D'accord. Donc, TikTok, pas encore? non, TikTok, pas encore. Ok. Aujourd'hui, TikTok, on travaille cette plateforme avec des influenceurs TikTok qui, eux, ont la légitimité, tu en parlais un peu tout à l'heure, la légitimité, des lignes édito qui sont déjà bien implantées, des communautés qui sont fidèles. On considère aujourd'hui d'ouvrir notre chaîne TikTok, mais il faut qu'on soit prêt. Donc c'est d'ailleurs quand je dis qu'il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait le nombre de contenus qui soit suffisamment attractif pour être posté. Il faut qu'on comprenne bien où est-ce qu'on veut positionner la marque, parce qu'en fait, l'algorithme de TikTok, il est très volatile. Donc du coup, ça fait qu'il faut qu'on crée bien une sorte de ligne éditoriale qui soit propre à Motorola. Et aujourd'hui, on y réfléchit, c'est un projet qui est en cours, mais on n'est pas encore prêt à le faire. Après TikTok, de mon avis, en tout cas, il n'y a pas l'inédito. C'est-à-dire que c'est le seul réseau anti-l'inédito où en fait, l'algorithme et le search, surtout de TikTok, c'est vrai que c'est fort, va reprendre les contenus un peu naturellement, et c'est presque la plateforme où il faut le plus lâcher la création ou les guidelines.
parce que du coup, c'est là où c'est très spontané, en fait. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans une utilisation de TikTok qui est d'abord pour les marques de passer à travers les créateurs qui sont sur la plateforme. Des fois, il y a du contenu naturel qui est posté par des gens, donc ça, vous pouvez voir rapidement ce qui sort. Mais c'est un vrai sujet d'y aller aussi, parce qu'il faut créer des contenus, quand même. Tout à fait. Et c'est pas les contenus qu'on pourrait mettre sur Facebook ou Instagram, qu'on Tout va à fait. retrouver sur C'est TikTok. très Donc, c'est spécifique. un Ouais, ouais. investissement en temps, en argent, Tout à fait. et en même temps, après, de mesure. Mais après, TikTok est quand même assez intéressant parce qu'on peut aller aussi un peu plus loin que les autres plateformes. Ah, Parce qu'on puis peut aller c'est- jusqu'à l'achat, Non, mais on peut c'est. aller sur des choses très, très profondes, et en même temps, l'algorithme est assez généreux quand il veut, parce que ça dépend. Mais c'est plutôt une plateforme d'exploration encore, mais qui est assez tentante, pour les marques. Moi, je suis convaincue que c'est une plateforme très puissante aujourd'hui, sur lesquelles il y a beaucoup de communautés qui sont créées, avec des centres d'intérêt, comme tu le dis, multiples. Maintenant, je suis aussi convaincue que si enfin, comme je te l'ai dit, on souhaite installer Motorola de manière Bien sûr. pérenne, ça sert à rien de se Ah précipiter. non, il faut le faire Il bien. faut faire les choses correctement. Aujourd'hui, on a retravaillé tout le feed d'Instagram. Aujourd'hui, on a important. un compte que je trouve magnifique. Alors, j'allais dire magnifique, mais que je trouve vraiment magnifique. Et c'est vraiment encore. Tu vois, je te partage une anecdote. Là, j'étais il y a quelques semaines à Milan pour un workshop Europe avec l'ensemble des directeurs marketing. Et la France a été citée en best case devant tout le monde, notamment sur ce feed Instagram qui a été totalement recliné il y a à peu près 2 ans et demi. Donc en fait, aujourd'hui, Instagram est vraiment notre vitrine en termes de fashion, de mode, de positionnement de marque, etc. Et puis, on va utiliser les autres canaux en fonction des messages qu'on veut adresser, Ouais. également en fonction de l'audience qu'on veut toucher. Et après, on n'a pas parlé d'un autre canal qui est important pour nous, qui est LinkedIn. Nous, c'est un canal qui est important pour une raison très spécifique à Motorola, dont on parle peu, mais je vais te partager nos petits secrets. C'est que, comme tu l'as dit, on appartient au groupe Lenovo. Et Lenovo, c'est un groupe qui est très B2B, sur lequel LinkedIn est très important, etc. Et nous, Motorola, le fait d'appartenir à ce groupe Lenovo, ça nous permet aussi d'être impliqués dans des appels d'offres, d'être impliqués sur des sujets B2B beaucoup plus larges et d'avoir une visibilité sur LinkedIn en tant que Motorola, c'est très important. Et d'avoir justement cette dichotomie qu'on peut retrouver entre le B2C et le B2B, c'est pas propre à beaucoup de marques aujourd'hui, mais nous, on l'a et on le cultive beaucoup. On travaille très bien avec des partenaires opérateurs aujourd'hui qui nous font confiance, avec lesquels on active des choses très sympas, même en termes de communication. Alors, c'est plus de la communication interne, c'est la communication B2B. Ça parle peut-être moins à nos auditeurs aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une forme d'influence, quelque part. Exactement. C'est une forme d'influence qui est différente de celle qu'on connaît d'habitude et qui est importante pour Motorola et qu'on travaille beaucoup. Après, c'est vrai que Lenovo, donc, moi j'ai connu Lenovo il y a, je vais le dire, mais bon, j'ai mal de le dire, mais il y a 20 ans. Ah là là, Donc, terrible. à l'époque Moi, où pas autant. Lenovo a racheté IBM. Oh là là là, mais j'étais même pas née. ThinkPad. Je rigole. Donc, je m'occupais du Digital Europe de Lenovo en agence. D'accord. Donc, on pilotait tout d'ici, on mettait en place les programmes d'incentive avec les business partners, etc. Mais le B2B était très présent. Je suis pas étonnée. Et aujourd'hui, c'était le canal de distribution. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'a peut-être pas trop changé. Je pense que le B2C est un peu à la marge sur les ThinkPad, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, tu as une offre qui est assez, je trouve, intéressante sur le marché, qui est donc le laptop ou les ordinateurs, le serveur aussi, des trucs comme ça, mais surtout la mobilité avec le téléphone mobile, qui peut avoir du sens. Et LinkedIn est encore un territoire un peu vierge d'influence, de communication. Beaucoup de marques postent naturellement, organiquement leur sujet, mais très peu utilisent aussi l'algorithme qui est encore plus généreux qu'ailleurs sur des, je ne vais pas dire des campagnes, mais oui, presque des campagnes de com B2B qui se font. Là, on a fait des choses récemment avec des influenceurs B2B. D'accord. Donc, selon les domaines, par exemple, dans les RH, il y a des anciens RH qui vont faire la promotion, ou en tout cas donner leur avis sur la partie ticket restaurant, carte Swipe, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient. Du coup, ça se développe. Donc, je trouve que LinkedIn est sous-estimé par les marques, alors qu'il y a une force incroyable. Et en plus, j'imagine aussi dans votre conquête de distributeurs, enfin, conquête. En tout cas, pour les distributeurs, c'est aussi important qu'ils sont des populations qui sont très LinkedIn orientées, même s'ils font aussi toutes les autres plateformes.
mais c'est bien de travailler sur ce sujet-là, quoi. Tout à fait. Pour nous, c'est Et important, très important. Et comme je te le disais, on a une part du B2B qui est importante chez nous. Et donc, du coup, LinkedIn est pour ouais. nous un vecteur de communication très important, qui ne reprend pas du tout les Non, codes non, qu'on bien va sûr. C'est retrouver une autre chez les 4 stratégie. plateformes Ouais, précédentes, ouais. mais c'est notre Ouais. stratégie, une autre forme de communication, mais qui reste Ouais, importante bien pour la sûr. marque. Exactement. B2C, du coup, on revient sur les réseaux sociaux B2C. Twitch, c'est un sujet pour vous ou pas? Parce que Alors, tout le monde veut en faire un peu aussi, tout le monde ne sait pas trop comment le faire, mais est-ce que vous avez essayé des choses là-dessus? Alors nous, on n'a pas encore trop utilisé des choses. Avant qu'on rejoigne le projet, il y a certains pays, notamment l'Allemagne, qui étaient présents parce qu'on travaille aussi très conjointement Ouais, avec en les Europe, différents bien pays. sûr. Et donc Motorola en Allemagne, par exemple, faisait beaucoup de choses autour du gaming, justement de Twitch, etc. Nous, on n'est pas allé sur ce terrain pour le moment, pour la simple et bonne raison qu'il fallait bien aménager tout ce qui était déjà disponible, remettre un petit coup de clean, comme on dit, sur les différentes plateformes et justement d'amplifier en fait nos prises de parole et notre visibilité de manière très propre sur ces plateformes-là. Donc, à l'instant T, on ne l'a pas trop fait. C'est pas quelque chose qu'on va s'interdire. Je connais très bien la puissance de Twitch aujourd'hui. Le milieu du gaming aussi qui peut être vraiment en adéquation. Et il y a une vraie appétence des gamers avec Motorola, l'univers Android en règle Oui, ils sont assez générale. Android. En fait, ils sont Ils sont très PC tech. Android. Et puis ils sont très tech en fait. Donc c'est Ouais. un public qu'on adore parce que on parle le même langage. C'est des personnes avec qui on peut échanger, qui ont souvent des super feedbacks. Donc c'est une Ouais, communauté c'est une qu'on communauté aime intéressante. énormément, mais qui pour l'instant qu'on ne touche pas encore directement pour le moment. Tout à fait. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, vos réseaux sociaux, gérés en interne, j'imagine, ou pas Tout à vraiment? fait. Ouais, Ouais. ce qui est plutôt Aujourd'hui, aujourd'hui on une travaille donc tendance. une fois encore, alors je la recite, on a quelqu'un dans l'équipe, la Mathilde, qui Mathilde. s'occupe On exactement. fera une spéciale dédicace pour Et une Mathilde dans la spéciale description. dédicace pour Mathilde Rousset, exactement, qui est en charge donc de la com chez nous, qui intègre notamment la partie réseaux sociaux. Elle est épaulée par une agence avec laquelle on travaille depuis 3 ans maintenant, qui est une agence très performante, qui vraiment a bien compris nos enjeux, qui nous accompagne. On a plus une relation de partenaire que une relation de client-agence ou client-fournisseur. De toute façon, dans les réseaux sociaux, c'est essentiel, puisque c'est eux qui nous aident à faire le community management, donc forcément. Et c'est les bonnes Euh, recettes. Moi, je dis que c'est la cuisine exactement. à 4 mains. Ah ouais, voilà, c'est J'appelle exactement mes ça. clients mes partenaires parce qu'on est ensemble dans la cuisine et on pose tout sur la table. Et Eh qu'est-ce ben, qu'on a au dîner? On ne sait pas. On va voir. c'est... Donc, c'est plutôt des bonnes sources. Ouais. En tout cas, c'est notre Mais il approche vaut mieux. et on a la chance d'avoir une équipe, l'équipe de Reda en l'occurrence, Ouais. qui est vraiment très chouette. Ok, donc là, les réseaux sociaux, c'est en place. Donc, on remet les fondamentaux. On a fait Exactement. un bel Instagram, Facebook pour, j'imagine, avec du média pour cibler un petit peu plus précisément. Aujourd'hui, les influenceurs, du coup, comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Déjà, est-ce que c'est un sujet stratégique ou pas? Est-ce que vous avez des influenceurs à l'année, toujours les mêmes? Ou est-ce que, fonction des produits, des lancements, vous vous permettez de changer de casting, de partenaire? Comment vous travaillez ça aujourd'hui? Alors l'influence aujourd'hui, on va la travailler par campagne dans un premier temps. Une fois encore, notre priorité, c'est de trouver des adéquations entre l'audience de l'influenceur, l'appétence qu'il a pour la marque et ce que j'appelle sa ligne édito. Donc ça, il faut vraiment que ça vienne en synergie vraiment avec nous. Donc ça va être la première chose, le premier critère, entre guillemets, pour travailler avec un influenceur. On va venir utiliser l'influence comme un amplificateur de médias. Ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vraiment pour nous de nerfs de la guerre. Il y a du média paid classique et puis les influenceurs aujourd'hui sont des amplificateurs de visibilité. Donc typiquement, je vous donne un exemple. En début d'année dernière, lorsqu'on a annoncé la couleur de l'année, le fameux Peach Fuzz Oui, Peach Fuzz. Bon, regardez ce que de c'est. 2024, on a travaillé avec une influenceuse qui s'appelait Keyona, qui était une gagnante de la Drag Race, qui est venue justement travailler des contenus autour de cette couleur, Peach Fuzz, avec le téléphone qui était aux couleurs de l'année et qui était parfaitement intégré dans son univers. Donc là, on était vraiment sur une campagne qui était presque co-construite, co-créée, pour avoir une amplification sur les réseaux sociaux. La campagne que j'évoquais là tout à l'heure Sur l'IA. autour de l'IA,
Là, celle-ci, elle a été construite un peu différemment, comme tu l'as Ouais. dit. On a d'abord construit notre film de marque en fonction de comment on voulait positionner la marque avec des éléments créatifs qui étaient forts, hein, ce fameux Batwing, notre logo qui se distingue beaucoup. Et là, on a évidemment amplifié la campagne avec des investissements médias payants classiques. Et on est venu faire une sélection d'influenceurs, donc 6 au total, pour venir relayer la campagne sur les différentes communautés et lui donner un vrai élan de visibilité. Et dernièrement, on a toujours pour tirer le fil autour du Batwing et de la créativité et de la mode, on a travaillé avec une influenceuse qui nous a carrément redessiné notre logo dans son univers. Donc là, c'était vraiment elle qui a créé le contenu. On en a fait une ligne de t-shirts, parce qu'en fait, D'accord. depuis 4 ans maintenant, on aime bien créer des collections capsules autour du textile. Ça marche très bien. Ça, les gens adorent. Nous aussi. C'est les codes de la Gen Z Ouais, et des plus vieux d'ailleurs. et nous aussi, on aime bien. Donc, on a créé des t-shirts, on a créé Sympa. des sweats, des casquettes, des Des bonnets, bananes, des des chaussettes. bonnets. Exactement. En fait, Bonnets, depuis... chaussettes, c'est ce qui est revenu en 24. Alors, J'ai eu que ça. chaussettes, on n'a pas fait, mais bonnets, on en a fait. C'était il y a 2 ans même, nous, tu vois. Et en fait, en 4 ans, notre collection capsule est devenue en fait assez conséquente maintenant que j'y repense. Et elle nous a fait des t-shirts qui étaient bien lookés en reprenant notre Batwing, mais dans son univers. Donc là, une fois, on a co-créé cette campagne, puisque c'est vraiment elle qui a créé le contenu, qui a créé, entre guillemets, le t-shirt qui a fait ensuite du buzz. Ouais. Et derrière, on est venu l'amplifier avec différents influenceurs qui vont porter le t-shirt, les intégrer dans leur univers à eux. Mais ce t-shirt, initialement, a été créé par une influenceuse avec laquelle nous avons travaillé. Donc, en fait, tu vois, il y a plusieurs... Ah, et le dernier point, j'allais oublier ma dernière idée. On travaille aussi sur du long terme. Donc, autant que faire se peut, on essaye de retravailler avec des influenceurs qui ont créé du contenu pour nous et qui souvent sont très attachés à la marque. Et du coup, dès qu'on peut, on essaye de continuer à travailler avec eux et d'installer une relation long-termiste. Et on a aussi de l'influence sur la partie tech, il ne faut pas l'oublier, Bah oui. sur notamment les youtubeurs aujourd'hui, Très puissants avec sur ce lesquels sujet-là quand et même. qui sont très puissants sur ce sujet-là, et surtout qui sont juste extraordinaires avec nous, qui croient en nous. Je pense notamment à André Martin, là, qui me vient, qui est quelqu'un qui nous accompagne, avec qui on travaille depuis presque 2 ans maintenant, et qui est vraiment à la fois force de proposition, qui peut être critique aussi dans ses approches, s'il considère que là-dessus, il y a tel ou tel point. Donc, il est très honnête avec sa communauté, et ça nous convient bien. Donc, des personnes comme ça, des youtubeurs comme ça, qui sont sérieux, impliqués, authentiques et qui sont honnêtes, c'est les gens avec qui on aime Bien travailler sûr. et qui, en plus, avec qui on entretient une relation Après, particulièrement agréable. c'est vrai que les youtubeurs tech sont une catégorie à part de l'influence. Tout à fait, c'est pour ça. C'est entre les anciens blogueurs, les anciens journalistes qui s'y sont spécialisés sur on va dire une passion qui est la tech en général, avec différents formats, les unboxings, les comparatifs Exactement, entre tel tout et à tel fait. produit, Ouais, c'est ça. les innovations qu'ils peuvent tester en avant-première en fonction des temps les calendriers. Ils vont aussi au CES, ils vont à l'IFA, ils vont à Exactement, Barcelone. Mobile World Congress, Voilà, donc etc. ils font Tout à tous fait. ces événements tech qui sont quand même assez forts et assez présents et qui ont une influence quand même, je trouve, un peu plus d'achat. C'est-à-dire que de ma réflexion aujourd'hui, on se divertit sur les réseaux TikTok, Instagram et on place le produit dans un univers. Et donc ça c'est bien, ça travaille la notoriété et peut-être la considération, mais ça travaille en tout cas ce phénomène. Et je trouve que quand on va regarder une vidéo YouTube qui va faire la démonstration, en tout cas l'explication d'un produit avec son propre avis, son propre langage, etc., je trouve que l'internaute en face est presque prêt à l'acheter. C'est-à-dire qu'il veut vraiment, c'est la démo produit finale qui va peut-être le faire basculer. En fait, je suis complètement d'accord avec cette approche et cette analyse. Ouais. C'est la même qu'on a aujourd'hui et le même constat qu'on fait. Et j'irais même un peu plus loin. Même les youtubeurs tech ont une influence aujourd'hui, même sur les vendeurs en magasin. Bah, oui, parce que Donc, c'est leur source c'est une d'information source presque. d'information. Et les influenceurs tech qui ont une crédibilité, Ah oui. qui ont une assise et qui ont une communauté souvent très fidèle, Ouais. et en fait, ont un pouvoir Bien d'influence sûr. très important. Moi, j'ai toujours dit que à une époque, on travaillait pour la FNAC et on avait proposé que tous les vendeurs ou tous les chefs de rayon se transforment en influenceurs pour qu'ils puissent déjà moins s'embêter dans les rayons et exprimer leur expertise.
Bon, ça n'a jamais été vraiment accepté parce que chacun a son job, etc. Mais en fait, aujourd'hui, ces vendeurs ont besoin de sources d'informations, au-delà des fiches produits qu'ils reçoivent, etc. et qui ont besoin de se faire une culture sur le produit. Parce qu'il y a beaucoup de marques, beaucoup de produits. Ils n'ont pas 3 heures par produit pour analyser la doc. Donc, ils vont au plus court, au plus vite et au plus pratique. Tout à fait. Qui aujourd'hui, YouTube, allez, peut-être 15 minutes max, on va savoir si c'est un bon produit ou pas. Et ça, c'est pas mal parce que c'est un autre canal, je trouve, d'influence qui est plus business, plus orienté aussi sur les ventes et sur les vendeurs et sur les revendeurs, mais qui va venir nourrir autre chose que de la notoriété. Absolument. Et ça, et en France, on est pas mal lotis, je trouve, sur la partie tech. On a vraiment des youtubeurs très très forts. Il y a plein de formats différents. Chacun arrive à faire l'analyse produit, mais sans se redire ou sans faire la même chose. Donc ça, c'est pas mal. Et aujourd'hui, en termes si on peut parler de KPI ou une mesure, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui quand vous faites une campagne d'influence, qu'est-ce que vous regardez et comment vous évaluez le succès d'une campagne? Alors déjà, on va avoir le nombre d'impressions. Ouais. Ça, Basique, mais il faut le dire, c'est important. Mais il faut le dire, exactement. Après, évidemment, le taux d'engagement, c'est le nombre de clics, le nombre de shares. C'est des choses qu'on va vraiment beaucoup regarder. La taille de la communauté aujourd'hui d'un influenceur ne suffit plus, en fait. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des biais sur ces tailles de communauté. Il y a eu des abus, on le sait. Il y en a beaucoup moins maintenant, mais il y en a eu. Il peut y en avoir encore. Et donc, du coup, le fait d'avoir un taux d'engagement qui soit pertinent, c'est très important, en fait. Donc, l'audience, le taux d'engagement et après le repartage. On va voir le nombre de clics et le nombre de partages. Ouais, c'est vraiment les ça. ventes via l'affiliation ou quoi, c'est des choses que vous testez de temps en temps? Alors c'est un très bon terme, c'est quelque chose qu'on teste. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est aussi l'air du temps de tester ces choses-là qui n'est pas tout à fait ça. On est dans le premier, test. quoi, mais... On est dans le test. Ok, très bien. Et en même temps, ça, c'est intéressant, je trouve, parce que ça, pour moi, c'est un peu le développement qu'on va avoir dans les prochaines années là, maintenant, c'est de l'influence business. Ça veut dire on maîtrise bien les canaux pour la notoriété. Par contre, le business, on sait par exemple, on a des listes d'influenceurs qui font vendre. Tu parles de conversion quand tu parles de business? De vente, Ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs qui font venir. Quand on fait un événement, un pop-up, on fait pas mal de pop-up en ce moment, il faut faire venir les gens. Donc, je sais qu'il y a des influenceurs qui ont une communauté qui les suit dans les conseils, dans les découvertes. Et donc, il y en a qui font venir les gens. Il y en a qui font voir, qui ont une influence d'impression, taux d'engagement très forte. Et il y en a maintenant qui font vendre. C'est-à-dire qu'ils ont quand même cette capacité à notamment faire la promotion, entre guillemets, et la notoriété, mais surtout convaincre pour acheter le produit parce qu'ils le présentent bien, ils l'intègrent bien, ils sont assez honnêtes des fois aussi, ils ne disent pas que du positif, mais ils sont assez honnêtes dans la façon d'en parler. Et du coup, ça fait pas des revendeurs, je ne peux pas les appeler comme ça, c'est moche, mais en tout cas des bons ambassadeurs et qui font vendre. Et ça va être, je pense, des problématiques qui arrivent de plus en plus. Mais pour avoir un bon ambassadeur, on va reboucler un peu la boucle du début du podcast, qui est, il faut aussi trouver un influenceur qui soit en adéquation avec ta marque et qui soit convaincu de ton produit. Ouais. Ça doit se trouver quand même. Oui, mais tout à fait. Ça se trouve, on est d'accord. On en trouve beaucoup, je te rassure, mais c'est la recette magique pour que ça fonctionne bien. Ouais, c'est ça. Tu crois que les influenceurs, si tu devais te projeter un petit peu à 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que c'est un levier qui va perdurer? Est-ce que c'est un effet de mode? Comment tu conçois l'influence telle qu'aujourd'hui c'est utilisé en marketing et en com? Alors aujourd'hui, l'influence, elle est liée clairement au devenir des réseaux sociaux. Donc la question, elle est encore un peu plus vaste que uniquement sur les influenceurs. Et donc aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux ont pris une part plus qu'importante dans l'information, dans le divertissement. Et du coup, on voit aussi qu'il y a certaines limites qu'on peut trouver. On parle beaucoup des fake news, on parle beaucoup des risques qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a la chance quand même que l'Union européenne œuvre aussi beaucoup pour essayer de protéger les plus jeunes justement de tous ces déboires et de mettre en place une réglementation qui va permettre justement de donner un cadre autour de ces réseaux sociaux. Donc, je dirais que déjà, si toutes ces cases-là sont cochées pour donner un cadre qui permette en fait à l'ensemble des audiences, quel que soit l'âge, de pouvoir accéder à une information ou à du divertissement en sécurité, parce que je pense que c'est le point le plus important aujourd'hui.
ça permettra d'avoir une vision très pérenne des réseaux sociaux. Ouais, Donc déjà, pour moi, c'est important, ouais. c'est un point très important. Ensuite, il y a un second point qui est donc lié aux réseaux sociaux, qui est le métier de l'influenceur. Aujourd'hui, on voit que le métier d'influenceur évolue. Moi qui suis dans le métier depuis un petit moment maintenant, l'influenceur d'il y a 10 ans n'est plus le même que l'influenceur d'aujourd'hui. On voit qu'il y a plusieurs typologies d'influenceurs, des gens, comme tu disais, qui sont plus à même à faire venir, de plus à même à faire vendre. Ça dépend aussi du contenu. Il y a des gens qui sont très sérieux, d'autres beaucoup moins. En fait, on trouve un petit peu de tout aujourd'hui dans ces métiers. C'est des métiers qui évoluent très rapidement puisqu'ils sont liés en fait à un canal de communication qui est le réseau social. Donc, excuse-moi. Donc comment je vois aujourd'hui, l'influence dans 5 ans ou 4 ans ou 5 ans? Comme je suis quelqu'un de très optimiste, je vais partir du postulat que, le cadre, aura été posé, que, les réseaux sociaux seront vraiment des endroits où on pourra s'y rendre, une fois de plus en sécurité et qu'il y aura peut-être une meilleure maîtrise de l'information, quelle qu'elle soit, hein. Je parle pas de l'information quotidienne, je parle aussi de l'information des marques, l'information sur les produits, comment on va communiquer autour d'un tel ou tel lancement. Donc si on part du postulat que tout ça est bien, encadré, Ouais, c'est vrai. et que, ces réseaux, peuvent continuer d'exister, de manière, saine et sereine, je pense que le métier d'influenceur est un métier qui est porteur, hein, puisque c'est une amplification aujourd'hui de la visibilité pour une marque, qui vient en complément vraiment des investissements médias. Ouais, je suis assez d'accord. Après, il y a quand même eu des lois en France, notamment sur la loi influenceur, qui encadre pas mal de pratiques qui ont pu être, bon, qui étaient quand même des pratiques assez marginales, mais bon, qui avaient lieu, donc il fallait un peu réglementer, qui maintenant, voilà, est complètement régulé. C'est un métier, entre guillemets. Alors, c'est pas encore un métier. Ça n'existe pas sur la feuille d'impôt créateur de contenu, mais en tout cas, c'est une pratique et c'est un usage qui est assez encadré. Et tant mieux, parce Et qu'il tant mieux. il fallait le Et faire à un il moment fallait le donné. faire, c'était sûr. Et ensuite, les plateformes aussi, des fois, sont assez, vont rythmer un petit peu le succès de l'influence aussi en fonction de leur développement. On sait par exemple que TikTok, on ne peut pas faire de projection d'impression parce que l'algorithme est tellement hasardeux que finalement, on peut pas. On croise les doigts pour qu'on fasse des impressions. Donc, on peut faire des moyennes, mais en même temps, on n'est pas sûr d'un contenu. Donc Bien ça, sûr. c'est un peu la cuisine de chez TikTok qui est un peu des fois pas évidente à maîtriser. Mais en même temps, je trouve que quand TikTok est arrivé pour le coup, alors plutôt post-Covid, on va dire, ça a créé toute une génération de nouveaux types d'influenceurs qui ont apporté beaucoup de choses et des choses différentes que ce qu'il y avait avant. Et d'ailleurs, des anciens Instagrammeurs ont du mal à passer sur TikTok, inversement aussi. C'est vrai, Donc, c'est on est en très train de spécifique, créer je suis d'accord. pas des castes, mais en tout cas des couloirs bien identifiés qui vont chacun jouer leur plateforme. Donc, on va avoir des plateformes favorites comme les YouTubeurs sont sur YouTube, les Instagrammeurs plutôt sur Les Insta, TikTokers, tu et as les raison. TikTokers, etc. Et les Twitchers aussi qui existent. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'on est encore, pour moi en tout cas, en croissance sur un sujet qui a quand même débuté il y a presque 20 ans, à peu près. Bon, ouais. Combien de blogueurs j'ai fait, c'était en 2005. Donc, ça fait presque 20 ans, mais ça a commencé comme ça. Et les plateformes sont arrivées il y a presque que 10 ans. Oui, Donc, c'est c'est vrai. assez récent Tout à finalement fait. pour les Et plus vieilles. Mais effectivement, moi, je sens que les marques aujourd'hui, en tout cas, ça répond à une question. C'est comment toucher ma cible. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on a des médias classiques, on a des RP, ça fonctionne très bien. Mais il y a toujours cette question de est-ce que j'ai touché ma cible? Parce que finalement, en télé, on a du médiamétrie. Donc 1000 box, 50%. Regardez les TF1, donc c'est TF1 qui a 50% de part de marché. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas trop. Et à l'ère des data et des chiffres et des KPI, et on doit tout justifier dans les investissements, on a quand même la chance de pouvoir mesurer des choses réelles quasiment. Parce que c'est les plateformes, en tout cas, c'est les plateformes qui donnent ces chiffres, mais on va les croire. Mais c'est quand même des chiffres qui sont assez pilotables aussi, je trouve, en marketing, quoi. Tu sens que ça a KPIisé un tout petit peu plus les campagnes que vous faites? Alors après, sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on a des KPI, comme tu dis, hein, qui nous permettent de mesurer vraiment l'impact d'une campagne et du coup de calculer plus facilement son ROI. Après, sur des investissements ATL, c'est sûr que ce soit de l'affichage ou de la télé ou autre, tu as essentiellement le nombre d'impressions, le nombre de répétitions qui est important,
En télé, tu as les GRP, qui Ouais, permet de mesurer la toujours. puissance de ta campagne. Donc, on a quand même des indicateurs sur des campagnes à télé qui nous permettent aussi de mesurer plus l'impact que le ROI qu'on pourrait en C'est avoir. ça. Après, il est certain que sur des campagnes sur les réseaux sociaux, comme tu le disais tout à l'heure, en travaillant avec des influenceurs qui vont générer de la conversion, c'est quand même assez facile de voir qui a cliqué et qui a acheté. Aujourd'hui, on peut, enfin, non pas qui, mais combien de personnes, Mais parce qu'on ne sait pas qui, et je voudrais rectifier ça, mais en fait, combien de personnes ont cliqué et combien de personnes ont acheté le produit. Donc forcément, mesurer ta conversion sur du digital en règle générale, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, c'est aussi vrai sur des campagnes de bannières, sur des carousels, sur du statique ou du dynamique. Tu es capable aujourd'hui de suivre en tout cas le chemin jusqu'à la vente ou pas. Donc forcément, ça permet de mieux piloter ta conversion. Mais donc les KPI sont différents en fonction du canal que tu vas utiliser. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour ça, le digital, en règle générale, est plus simple pour savoir si ta Piloter, campagne a fonctionné, puisque à la fin des fins, ce qu'on souhaite, c'est quand même de vendre le produit. Donc surtout sur une campagne qui va générer de la conversion. Oui, donc voilà. Donc c'est vrai que le digital, à KPIser, moi je trouve qu'on a des ROI quasiment en temps réel, enfin des chiffres qui sont assez importants aussi sur l'influence. Tout à fait, ouais. Ça se voit aussi dans les événements. Je ne sais pas si vous faites des événements sur lesquels les influenceurs sont invités ou viennent, mais nous on voit que maintenant le ROI d'un événement, c'est devenu l'influence. D'accord, ouais. Parce que finalement, qui vient déjà et qui a généré un nombre de vues importantes. On travaille notamment pour Magnum qui est dans cet immeuble, donc la plage Magnum à Cannes. Le ROI de la plage depuis 6 ans avec nous, c'est les influenceurs et le nombre d'impressions qu'on génère en temps réel. Ah oui, je suis pas étonnée. Qui avant étaient déplacés sur de la presse, sur autre chose, mais qui étaient aussi des choses qu'on regarde aujourd'hui. Ça reste quand même assez important, mais effectivement, on sent, nous, que les marques se sont un tout petit peu cristallisées sur ce besoin de chiffres et de data qui leur permet de valoriser leur investissement, de rationaliser aussi pas mal de choses et de se dire c'est un succès ou pas. Parce que ça reste quand même des sujets de levier marketing, quoi. On n'est pas que dans de la com. C'est pour ça que je mets toujours le marketing d'influence. C'est vrai. Parce que c'est entre le marketing et la com. C'est à cheval entre les deux. Et c'est un autre truc. C'est le marketing d'influence, en fait. C'est entre les deux, mais je trouve que c'est intéressant. Comment tu vois le marché de l'influence, toi, en France, aujourd'hui, en termes de créateurs, en termes d'agences, de talents, de partenaires? Est-ce que c'est un marché que tu décryptes assez facilement Alors aujourd'hui, nous, on a la chance d'être bien entourés. Ouais. On a des agences qui sont, je trouve, très pertinentes, qui savent aussi un peu démocratiser certains et défricher un peu le marché, puisqu'une fois encore, les créateurs de contenu, il y en a énormément. Il y en a énormément avec différentes spécialisations, que ce soit sur les différentes plateformes, sur les lignes éditoriales, sur les formats de contenu, sur la taille des communautés. C'est un peu une jungle, C'est un peu, voilà, et c'est pour ça que je parlais de défricher le terrain, parce qu'en fait, pour nous, annonceurs, c'est important d'être bien entourés et d'avoir des gens qui ne font presque que ça de leur journée et qui vont permettre à nous, en tant qu'annonceurs, de trouver le ou les influenceurs qui vont être les plus pertinents et les plus en adéquation avec l'esprit de la marque et le positionnement de la marque. Il en va de même quand on lance un produit. Tu imagines bien que quand on lance un produit qui est positionné à 1 000 €, par exemple, on ne va pas forcément toucher les mêmes personnes ou donner envie aux mêmes personnes que lorsqu'on va lancer un produit à 400 €, par exemple. Donc, on va appuyer sur des leviers différents, sur des leviers de communication différents. Et donc ça, être entouré d'une agence qui a bien compris le marché, en tout cas qui essaye de le comprendre autant que faire se peut et de défricher vraiment le marché de l'influence, c'est très important. Très bien. C'est effectivement en fait un sujet aussi de marché que moi j'essaye de travailler aussi avec. L'objectif du podcast aussi au début, c'était de faire parler les deux publics, les marques et les influenceurs. Et les influenceurs. Parce que finalement, ils se parlent quasi jamais, ou en tout cas, ils ont une durée de discussion très limitée quand c'est en brief, ou etc. Pour aussi comprendre les motivations des marques, les motivations des influenceurs, pour que tout ça finalement fasse un écosystème un peu plus lisible. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs maintenant sur le marché, c'est un vrai marché. Il y a les acteurs, donc agences, talents, ça éclot tous les jours. Il y a des plateformes qui s'y Il y a mêlent un des peu. agents aussi, des agents d'influenceurs. Agents d'influenceurs qui peuvent être
positif ou négatif selon qui on parle, parce que ça rajoute une couche quand même encore en plus. Tout à fait. Avant, on faisait des briefs, et on en fait encore aujourd'hui, entre influenceurs, marques et agences, et on travaille ensemble, en fait. Et donc, c'était plus simple, je trouve, en tout cas, pour faire passer les messages, qu'à travers un intermédiaire qui peut ou pas. Mais en tout cas, c'est un marché qui est construit, qui est organisé. Qui se structure. Qui se structure. Qui se Et c'est ce structure, qu'on en tout avait, cas. en tout cas, moi, je trouve ça très bien, mais qui est nécessaire aussi pour que les marques puissent s'y retrouver. Parce qu'il y a quand même pas mal de marques qui, aujourd'hui, sont un peu perdues sur ces sujets. Alors, il y a des partenaires tout le temps, quasiment aujourd'hui, sur ces sujets, parce que Bien sûr. ça évolue tellement vite et il faut être quand même avoir une veille permanente, quasiment, sur ces sujets. Donc, c'est toujours bien d'être accompagné, je trouve. Et après, d'en voir aussi comment on va pouvoir travailler cette influence d'une manière nouvelle, d'une manière événementielle, contenu, expérientielle aussi. Parce que je trouve que une des meilleures campagnes que j'ai pu voir ou qu'on a pu faire aussi, quelque part, c'est quand tu mélanges un petit peu l'expérientiel et le virtuel. C'est-à-dire quand tu fais des événements, que les influenceurs soient là. Exactement. Ça Le donne contact envie en humain plus. est Oui, quand même je suis vachement d'accord. important, de rencontrer la marque, de parler avec vous. Même vous, ça vous nourrit en termes d'insights qui sont intéressants. Parce que c'est quand même, après, c'est pas des médias, c'est des relations humaines, c'est des gens. Donc ça, c'est plutôt l'avantage par rapport à un média, c'est qu'on a quelqu'un qui parle en Oui, face c'est vrai, tout à et fait. qui peut Ça écouter. humanise Ça tout ça. humanise un peu tout Oui, ça. tout Ouais. à fait. Super. Le CES a lieu. Des nouveautés particulières ou Alors nous, pendant le CES, on n'annonce rien de on avance rien de particulier. particulier? On a eu notre annonce plutôt un mois avant, au mois de décembre, puisqu'en fait, Pantone a annoncé sa nouvelle couleur de l'année, qui est le mocha mousse. Mocha mousse. Donc voilà, donc le On mousse va de mettre un lien. café, la mousse de café, qui ressemble beaucoup à une couleur très élégante, un peu marron glacé, si je peux la franciser un petit peu, qui est très élégante. Et donc, on a la chance, nous, d'avoir cette couleur en exclusivité sur nos produits. Et avec une campagne que tu vas pas tarder à voir sortir, Très puisqu'elle bien. arrive là, je pense, dans quelques jours, peut-être ouais, une semaine maxi. Ok. Donc là, c'est une Euh, campagne Pantone ou c'est une campagne produit? Ah, c'est une campagne Motorola, Motorola, déjà. oui, pardon, Ah là là Motorola. là, c'est une campagne Motorola qui mettra en avant La la couleur. couleur de l'année Ok. avec Pantone, Très exactement. bien. Ok, donc ça c'est super. Donc là, c'est donc vous avez l'exclusivité de la couleur sur la partie téléphone. Smartphone, Smartphone. exactement. Ouais, Ouais, tout super. à fait. Bon, ça c'est bien. C'est un bon partenariat, Pantone, du coup. Ah Ça fait bah des nous, années que vous êtes là, avec eux. on est très contents. Déjà, Ouais. c'est une belle marque. Et surtout, au-delà d'un partenariat d'image, c'est un partenariat aussi dans la conception de nos produits. Et ça, c'est D'accord. très important. Oui, sur les matières que tu nous Exactement, expliquais, donc tout le à cuir fait. vegan, etc. Ouais, Au-delà de la couleur, parce que Pantone est très exactement, connu pour son pantonnier, tout à fait. donc ses couleurs. Dans les couleurs, mais aussi à l'intérieur du téléphone, par exemple, ils nous ont aidés à étalonner tous les rendus photos, par exemple. D'accord. Donc, oui, on travaille Ah, avec donc eux pour ça. c'est assez poussé comme Ouais, c'est partenariat. assez C'est pas poussé. C'est juste. un vrai Ouais, c'est partenariat. bien. C'est pas qu'un effet d'annonce, Ça, c'est un c'est vrai. monde, du coup, j'imagine. Oui, Ah c'est oui, monde. tout à fait. On Oui, est oui, sur c'est un un partenariat mondial. monde. Absolument. Super. J'ai une partie de l'interview où je te pose 3 mots, tu m'en réponds 3. Donc, un D'accord. mot, un mot, un mot. Un mot, un mot. Oh là. Question association d'idées. Bon, influence, Visibilité. mobile, Statut. futur. L'IA. Très bien. Bah voilà, c'est très bien. C'est simple, en fait. D'habitude, les gens sont perdus, mais c'est très bien. Parfait. Une autre, donc là, une partie un peu closing sur notre sujet. Toi, personnellement, qui as vécu des expériences en marketing aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans le marketing? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, qu'est-ce qui m'inspire dans le marketing? C'est une bonne question, ça. Hein. Ça, c'est les dernières, elles sont plus. Elles sont plus. Julien ne m'avait pas dit. Hein. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qui m'inspire dans le marketing aujourd'hui? Je pense que le fait de ce nouveau challenge, dépoussiérer une marque. Moi, je viens d'un leader, et donc du coup, j'étais plutôt dans la construction d'une marque avec des moyens vraiment importants. Là, on est dans un challenge qui est complètement différent, puisqu'on est dans une situation où on a une marque qui est connue, Ouais. mais qu'il faut redynamiser. Donc, c'est une situation qui est complexe. Et ça, c'est un challenge qui est vraiment sympa parce que quand j'ai accepté de rejoindre Motorola, j'étais déjà conquise par la marque. Et donc, cette capacité, je dirais, à donner envie aux gens de croire de nouveau dans une marque, c'est un challenge de marketeur qui est assez intense. Tout ça avec des canaux de communication
qui sont en constante évolution. On Ouais. l'a évoqué tout à l'heure. Les réseaux sociaux, c'est à la fois un outil très puissant, mais c'est un outil qui peut être aussi instable, très changeant, qui, comme tu l'as dit, fait l'objet de pas mal de Législation, de législation, c'est dur à dire, hein, de règles. de règles en tout cas qui se mettent en place au fur et à mesure, qu'il faut suivre, et je trouve ça très bien d'y apporter un cadre. Et donc, du coup, je pense que voilà, répondre à ce nouveau challenge, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Ouais. Mais en même temps, c'est excitant, je trouve, hein, de reconstruire une marque, de relancer. C'est les phases peut-être les plus intéressantes en marketing. Les phases les plus intenses, en tout cas. Intenses aussi, ça c'est évident, mais en tout cas intéressantes et intenses, parce qu'on doit écrire une histoire. Exactement, Et on ne tout à doit pas fait. forcément la continuer ou la maintenir, Tout à fait. ce qui est vraiment intéressant. Est-ce que tu auras un conseil pour un jeune directeur marketing, dans n'importe quelle industrie d'ailleurs, qui débute? Alors, mon premier conseil pour un directeur marketing, c'est d'être proche de son équipe. Donc, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre, d'avoir une équipe qui soit performante, épanouie et solidaire. Vraiment, pour moi, c'est aujourd'hui ma priorité absolue en tant que directrice marketing, c'est vraiment l'équipe. Et si j'ai un deuxième conseil à lui donner, ça serait de rester alerte sur notamment les tendances marketing qui évoluent beaucoup, de rester alerte sur ce que font les concurrents, ce que font aussi des marques très inspirantes, pardon, comme peuvent être certains équipementiers sportifs, ou même là, il y a beaucoup de communication pendant les JO auprès d'acteurs qui n'étaient pas forcément attendus, mais qui ont créé des contenus très inspirants. Je pense que ça, c'est important de rester alerte sur les tendances. Et en redescendant un petit peu, je pense que si on revient à notre sujet qui est l'influence et les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est un des plus volatiles, qui est un des plus difficiles à appréhender quand on n'est pas créateur de contenu, Ouais. quand on travaille pour une marque et qu'on a des contraintes de vente, hein, parce que je reviens à des choses très terre à terre, mais À la fin, c'est c'est ce qu'on ça, regarde, hein. c'est ce qu'on regarde. Et donc, du coup, de bien s'entourer d'agences qui soient pertinentes sur ce secteur. Et parfois, des petites agences sont super performantes, pardon. On a parfois tendance à avoir des gros groupes. Les petites agences sont souvent plus flexibles, comprennent bien certains sujets, et surtout d'entretenir une relation de partenaire avec son agence. Je pense que c'est comme ça qu'il faut les considérer. Ils travaillent pas pour vous, mais avec vous, Mmh. pour faire avancer la marque, s'ils comprennent bien le projet, s'ils y adhèrent, Bien sûr. c'est très important. Je pense que c'est un peu les ingrédients dont on a besoin pour pouvoir faire avancer et porter un projet. Ouais, bah, je peux être que d'accord avec toi, évidemment. Mais surtout, c'est un sujet d'expertise, d'expérience, d'expertise surtout. Je dis qu'on est des artisans du marketing, en fait, parce que dans cette influence, il n'y a pas des règles. Autant en marketing ou en pub, il y a certaines règles à respecter. Là, les règles bougent quasi toutes les semaines. Donc, ce qui était vrai hier n'est plus vrai demain. Donc, c'est en permanence. Tout le temps. Et effectivement, il faut être expert de ce sujet-là, je trouve, parce que c'est tellement un sujet large, évolutif et en même temps technique des fois, que ça nécessite une expertise à 100%, quoi. Et effectivement, je te rejoins aussi sur le côté partenariat, que nous on pratique depuis longtemps, mais que nos marques aussi pratiquent avec nous. Mais c'est un sujet où certaines marques quand même peuvent voir ce levier d'influence comme un mix marketing bis, et de confondre ça avec des médias, des choses un peu froides, sans expérience, et que le partenaire est qu'un prestataire pour acheter des kilos d'influenceurs, Exactement. mettre des produits en avant et de mesurer tout ça, quoi. Donc, c'est un vrai sujet collectif, en tout cas, Tout à fait. je trouve. Super, merci. Et alors, est-ce que tu aurais un livre ou une série que tu emporterais sur une île déserte? Oh! Très, très bonne question. Là, attends, est-ce Les que dernières sont terribles, tu vas voir. ah oui, oui. Ah là, mais on m'a pas préparé à ça. Ah mais non, c'est ça qui est intéressant. Une série à emporter sur une île déserte. En plus, j'adore les séries, je vais pas te Ouais. mentir. Si j'en emporte qu'une, laquelle je prends? Ouais, je pense que je pourrais prendre Breaking Bad, je crois. Ouais, ouais, c'est assez commun ça aussi, mais c'est pas mal. C'est bien Breaking Bad, ouais. Voilà. Super. Dernière question. Ouh là, tu me fais peur Ouais, maintenant, hein. bah, tu sais, en fait, Attention, je m'accroche. c'est la question qu'on prépare jamais, parce qu'on va pas jusqu'au bout. En tout cas, on regarde tout l'ensemble du truc, mais est-ce que tu aurais une personne à me conseiller pour venir au podcast? Eh ben, oui, moi je pense Très que bien. tu devrais rencontrer Sylvie Noulette, qui travaille juste de l'autre côté.
qui est la directrice marketing de Lenovo Mais et tu qui connais en plus, je est crois. une personne formidable. Mais je la Donc, connais en et plus. très intéressante avec une bonne vision. Donc, Ouais, très bien. Bah alors, on voilà. compte sur toi pour le coup. Donc Eh là, ben, on traverse le bureau pour y très aller. bien. Mais Sylvie, que je crois avoir connue ou rencontrée sur pas mal d'avant, mais avec très grand plaisir en tout cas, pour voir ce qu'est devenue la marque Lenovo. Exactement. Avec plaisir. Et surtout, Merci. là où elle va. Ah, oui, ça c'est le futur. Mais si elle peut Exactement. nous en parler, ça, on ne sait jamais, des On fois, sait jamais. on peut pas trop. Écoute, merci beaucoup pour l'entretien. Avec grand plaisir. C'était Merci à hyper toi. intéressant de replonger dans cette belle marque, de comprendre un petit peu mieux aussi l'évolution et les étapes où vous en êtes et les innovations que vous pouvez faire. Donc je retiens pas mal de choses, hein, l'IA, Pantone, Oui, quand même, c'est ouais, un sujet, c'est un sujet. et une gamme assez large, Tout à fait. de 100 à 1200 euros produits, tout en gardant quand même l'ADN de Motorola, on va dire, Exactement. pour voilà, qu'il y ait une continuité quand même dans le développement. Et surtout, redonner une belle image et Ouais. redorer le blason de cette belle marque iconique. Merci Cyril de m'avoir invité. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés Voilà. aussi. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.